Alors, vous avez kiffé mon intro? Hein? Pas grave. Oh, by the way, ça c'est l'outil du jour. Regardez à côté, vous en aurez peut-être probablement besoin. Les animés, en plus de leur animation, de leurs histoires et de leurs scènes remplies d'action, ont aussi un aspect qui les rend tout aussi attrayants les uns que les autres. Et c'est bien sûr l'aspect émotionnel. Et de la matière, honnêtement, je dois vous le dire, Naruto est le meilleur qui soit. Salut les potos, c'est le geek d'à côté. Et si tu es nouveau sur la chaîne, ici on parle d'animé, de manga, de tout ce qui a rapport avec. Et quelquefois, on sort des avis un peu controversés, frauduleux sur la chaîne d'animation, quoi, tu vois un peu. Aujourd'hui, donc, comme tu l'auras remarqué, j'émets un avis qui fâchera peut-être plus d'un. Mais ne vous inquiétez pas, car je viens avec de solides arguments. En effet, je vous ai concocté aujourd'hui 10 épisodes qui montrent que la série Naruto est le meilleur animé créé sur Terre en matière. Disclaimer, vu qu'il y a tellement, mais vraiment une panoplie d'épisodes, la liste ne sera bien sûr pas exhaustive. Meilleure preuve déjà que cet anime mérite toutes les louanges que je l'ai faites précédemment. N'hésitez pas à me laisser en commentaire, vous, quels sont les épisodes qui vous ont marqué émotionnellement de Naruto. Si vous êtes prêts, je suis prêt, c'est parti. Kishimoto Sensei n'avait pas à nous faire brailler comme ça dès le début. Épisode 19 déjà, quand même, ça commence très fort là. Zabuza et Aku sont les premiers véritables antagonistes dans la saga Naruto. Jusqu'à ce fameux épisode, comment vas-tu apprécier, aimer Zabuza? En fait, le gars, il est foncièrement mauvais. Il n'y a aucune raison que tu apprécies Zabuza. Le gars, en fait, c'est un gars sanguinaire, il ne vit que pour faire du mal, en fait. En contrepartie, tu as Aku. Aku qui est son bras droit, mais qui dégage une certaine pureté, une certaine gentillesse, quoi, tu vois. Et direct, dès que tu vois Aku pour la première fois, en fait, même sans savoir peut-être que c'est genre le sidekick de Zabuza, encore que je sais plus trop si c'était évident de le découvrir, mais bon, bref, dès que tu vois Aku, en fait, tu t'aimais, tu te prends de compassion, tu te prends d'affection pour le personnage, quoi, tu vois. Et c'est à sa mort que tout vire, en fait. En effet, Aku se sacrifie et meurt pour Zabuza. Cependant, ce dernier semble totalement indifférent jusqu'à ce que Naruto lui dise littéralement ses 4 vérités. Il lui fait comprendre que Aku lui a dédié toute sa vie pendant que de son côté, il le considérait comme juste un outil. Pour Naruto, cette attitude était répugnante, déplorable et ne témoignait pas du tout de ce qu'était la vraie force. C'est tout ce qu'il fallait pour toucher le cœur du démon et en faire la première victime officielle, je pense, du très désormais légendaire Talk no Jutsu. Zabuza donc est pris de remords, rempli d'émotions et dit cette situation magnifique à Naruto. Tes mots sont tranchants, bien plus tranchants que toute l'âme. Est-ce qu'on peut dire que Naruto la lui a mise profond? C'est quoi le rapport? Bien sûr, après ça, Zabuza devient berserk et tue tous les mercenaires de Gato dans la foulée, mais est grièvement blessé et n'a plus que quelques minutes à vivre. Kakashi, en tant que gentleman qu'il pense être, vient donc le poser aux côtés de Aku. Et enfin, le démon peut contempler la véritable beauté de son partenaire et surtout endosser le mal qu'il a fait à ce dernier. Pris de remords, ces dernières paroles seront, si c'est possible, j'aimerais aller au même endroit que toi. Puis si tu savais comment jouer sur les émotions, dans tous les épisodes, il nous spammait Sadness and Sorrow, Sadness and Sorrow, Sadness and Sorrow à chaque fois. Je suis comme, punaise! En fait, cette musique-là, tout le monde est gangsta jusqu'à ce qu'elle joue en fait. Clairement. Naruto n'a pas arrêté de chialer pendant tout l'épisode, ce qui rajoute encore à l'émotion. C'est normal. Naruto vient de découvrir que le monde des ninjas qui veut tant marquer de son empreinte est vraiment cruel. Naruto vient de faire son entrée héroïque pour sauver Sasuke des griffes d'un Gaara désormais incontrôlable. Et à un moment donné, Gaara commence à perdre la tête et tout, tu vois, il ne se contrôle plus. Et là, l'épisode nous plonge directement dans les pensées de Gaara. Et donc on revoit les souvenirs de son enfance en gros. Gaara est un garçon qui, comme Naruto, a été victime de la malédiction du Jinchuriki. Presque personne ne l'aimait à cause de ce démon en lui et il ne ressentait presque jamais la douleur. Personne sauf Yashamaru qui a priori lui portait un amour véritable. Yashamaru lui a même expliqué la différence entre les blessures du corps et celles de l'âme et que seul l'authentique amour est capable de guérir les blessures. Mais un jour, tout bascula. De mal en pire pour Gaara. Alors qu'il pleurait parce que ça devenait insupportable pour lui, il se fait attaquer par un guerrier masqué qui veut le tuer. Gaara se défend donc et blessa mortellement le guerrier masqué en question. Il se cacha derrière le masque. Qui ça? Non! Yashamaru? Tu es un perspicace toi.
Ouais, bien sûr, c'est souvent. Imagine le gamin de 5 ans venant de se rendre compte que la personne qu'il a tué est la personne qui était supposée l'aimer. Le pauvre. Tu te dis, il méritait pas ça et on te laisse sans explication à ce moment-là de l'épisode. Cet épisode nous montrant les souvenirs de Gaara en fait est un peu, si tu veux, une sorte de reflet de ce que Naruto aurait pu devenir si Hiruka Sensei n'a pas été là pour le soutenir dès le début de l'épisode 1 en fait. Ça y est, Naruto a vaincu Gaara, la guerre est enfin terminée. Nous avons un premier moment riche en émotions avec le parallèle qui est fait entre Naruto et Gaara sur l'existence de Jinchuriki similaire et Naruto qui arrive à toucher le cœur de Gaara. Après tout, c'était tellement le mieux placé pour savoir ce qu'il ressentait. Cette douleur de se sentir seul, il la connaît. Mais lui a été sauvé par la force de l'amour, même force que Yashamaru lui avait exposée à Gaara. Comme c'est beau. C'est magnifique. Mais malheureusement, qui dit guerre dit perte en vies humaines dans les deux camps, bien évidemment. Sinon, ce ne serait pas vraiment une guerre, on appellera ça un massacre. Sauf que Konoha, ce jour-là, a enregistré une perte de temps. Alors, parenthèse, je fais partie de ceux-là qui blaguent, enfin pas forcément blague, mais qui embêtent un peu Hiruzen en mode c'était pas forcément un très bon Hokage, il s'est pas forcément très bien occupé de Naruto et tout, il y a les 28 Hiruzen et tout, ouais. Mis à part ça quand même, sa mort, ça a été quand même un choc. Genre. Pas vraiment, genre, le moment où il meurt, justement, c'est ça le truc. Genre, oui, on le voit, on voit son cadavre et tout, mais c'est l'après, en fait. C'est mal. Les funérailles de Hiruzen, l'atmosphère était poignante. La pluie qui tombe, la succession d'OST, Kakashi qui va sur la tombe des victimes du démon renard. Là, ça prend tout son sens. Jiraiya, qu'on commence à découvrir, qui se rappelle aussi des moments quand le vieux était son sensei. Et c'est à partir de là que l'épisode m'achève. À l'OST des funérailles du Hokage qui est joué, je ne connais même pas le nom de l'OST, je ne sais pas s'il a été genre sorti en fait, s'il a été officialisé l'OST, parce que genre je ne le trouve pas en version officielle nulle part. Cela dit, l'OST la joue et en même temps tous les Genin qu'on connaît viennent déposer des fleurs et en fait à chaque moment qu'un Genin vient déposer une fleur, tu as un souvenir de ce Genin là avec le vieux. Symbole en fait que le vieux c'était pas seulement Hokage si tu veux, c'était aussi un sacré grand-père qui aimait en fait tout le village, surtout les enfants en fait. Fun fact à cet épisode, et maintenant en fait quand tu as suivi tout Naruto tu comprends parfaitement, mais je me suis rendu compte que c'est à la fin de cet épisode, juste après les funérailles, que qui débarque? Itachi et Kisame. C'est que le gars il n'a pas perdu de temps en fait, dès qu'il a entendu que Hiruzen est mort, bam, il débarque. Et là, en fait, là, maintenant, quand on fait, tu revois tout le truc, là, en fait, tu prends conscience, en fait, à quel point Itachi, il ne badinait pas avec Sasuke. Il ne badinait pas avec la vie de Sasuke, en fait. Clairement pas. Bon, là, on va passer à Naruto Shippuden. J'aurais pu rajouter encore 2 ou 3 épisodes dans Naruto, tu vois. Mais la vidéo va s'étendre, en fait. Et j'ai beaucoup plus d'épisodes de Naruto Shippuden que dans Naruto. Donc, on va passer directement à Naruto Shippuden. Jusque-là, t'aimes ce que tu vois, n'hésite pas à laisser un like. N'hésitez pas à mettre en commentaire, justement, l'épisode qui vous a vraiment touché émotionnellement. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Ça fait très plaisir. Sans plus attendre, on passe à Naruto Shippuden. Donc là, nous sommes après le décès du grand Azuma. Alors là, encore une fois, le décès en lui-même, la mort ne m'a pas touché, hein, personnellement. Elle ne m'a pas touché. Alors oui, j'aimais bien Azuma, hein, genre le gars vraiment relax et tout. On se rappelle quand même que c'est le seul gars, quand tous les Chunin sont allés sauver Hinata là, lui, il n'a pas bougé, hein. Il était au calme, tranquille. Donc j'aimais bien le personnage, quand tu vois, il était à l'image de Shikamaru, relax, tranquille, quoi, tu vois. Mais j'ai pas vraiment ressenti de la tristesse quand il est mort. Plus de la frustration parce que je me suis dit comment un shinobi comme Azuma, parce que c'est la première fois d'ailleurs qu'on le voyait justement se battre, on voyait qu'il était quand même chaud le Azuma, et comment est-ce qu'il peut se faire tuer par un moins que rien que Hidan avec une technique aussi stupide. Alors elle n'est pas stupide en soi, mais tu comprends en fait, c'est bien trop facile la manière dont il est mort, tu vois. Donc au lieu d'avoir une tristesse, sur le coup j'ai une certaine frustration par rapport à Azuma. Mais l'épisode après, là c'était chaud. Là, c'était chaud. Déjà, ça commence avec la mise en scène de Shikamaru qui annonce la nouvelle de la mort de Azuma à sa femme. Les gens qui annoncent les nouvelles de décès aux familles, c'est des super-héros. En fait, le courage que ça prend d'aller devant des gens et de dire voilà, telle personne que tu connais est décédée. Et en plus encore, Shikamaru, sachant qu'il était là, c'est ce qu'il avait genre le plus grand des remords possible, la plus grande culpabilité. Et c'est lui qui prend ses coronesses pour aller annoncer la nouvelle.
il sait très bien la réaction que Kurenai va avoir. Et donc, il se dit que c'est lui qui va aller annoncer et supporter de voir Kurenai réagir à la mort de Azuma. C'est chaud. C'est très très chaud, franchement. Chapeau. Chapeau à lui, chapeau à tous ceux en fait qui ont cette lourde tâche d'aller annoncer le décès de quelqu'un assez proche et tout le là. Franchement, c'est très chaud. Très très chaud. Puis on a droit aux funérailles, on a un Shikamaru qui est au calme sur le toit, en train de chiller. Lui, il va pas aux funérailles, lui, il est juste au calme sur le toit. Il se balade un peu dans la ville et à chaque fois, en fait, que tu le vois, tu as des enfants, en fait, des enfants qui passent autour de lui. Ça fait une très belle référence au dernier message que Azuma avait dit à Shikamaru qu'il fallait protéger le roi. Qui est le roi, finalement? Ce sont les enfants qui constituent le futur du village. Vraiment poétique quand même cette partie-là, cette scène-là. Mais tout le long, tu as un Shikamaru passif. On sent pas forcément qu'il est très triste. Et tout, puis son père vient le voir pour une partie de shogi. Il tape, la discute avec lui pour tester sa détermination à venger Azuma. On sait pas trop si c'est pour tester ou si c'est pour le dissuader en fait de poursuivre le projet de venger Azuma. Parce qu'on s'entend que aussi c'est son père, tu vois. Et aucun père ne veut voir son enfant se faire buter comme ça, quoi, tu vois. Même si c'est pas bêtement, on s'entend que il serait pas chaud à l'idée de voir son fils aussi mourir, quoi, tu vois. Ce qui en son sens c'est très compréhensif. Mais l'erreur que Shikaku fait, c'est de prononcer devant Shikamaru les mots suivants. Azuma est mort. Shikamaru s'en prend à son père comme si en fait les mots de ce dernier venaient de faire déborder un vase jusque-là trop plein d'émotions. Et son père lui demande alors de laisser ses émotions s'exprimer. Et là Shikamaru pleura comme jamais. Et son père lâchera la punchline incroyable. Je viendrai ramasser les morceaux. Après, en anglais, c'est beaucoup plus fort parce qu'en anglais, ça dit I'll pick up the pieces. Et justement, auparavant, Shikamaru avait balancer en fait les pièces de shogi par terre parce qu'il était énervé, quoi, tu vois. Et donc la métaphore là est vraiment puissante, mais c'est pas les pièces de shogi que Shikaku est supposé venir ramasser après. C'est l'état en pièces dans lequel Shikamaru serait après s'être laissé aller émotionnellement. En fait, en gros, il dit qu'il viendra maintenant après s'occuper de son fils. C'était beau, c'était génial, c'était magnifique. Mais notre Shikamaru s'est repris très vite. Et pendant toute la suite de l'épisode, on voit un Shikamaru qui se prépare à venger son maître. Puis à la fin de l'épisode, tu vois Shikamaru, Ino et Shoji, l'équipe 10 qui se prépare à quitter le village et aller venger leur maître Azuma. Shikamaru semble très confiant parce qu'il a un plan en tête. Bien sûr, Tsunade fait genre non, je peux pas vous laisser partir, mais le beau gosse Kakashi arrive et dit donc, je les accompagne. Très bon moment de la part de Kakashi de soutenir ces gars-là en fait dans leur volonté de venger leur maître. C'était vraiment très stylé. C'est parti pour en fait le début de la conclusion d'un de mes arcs préférés de Naruto Shippuden que j'aime appeler l'arc Shikamaru Shippuden. Encore une fois ici, je veux pas jouer les durs. Je veux vraiment pas jouer les durs en mode ouais, je suis un dur. Mais la mort de Jiraiya en soi, le moment où il s'est fait hagra par les 6 peines là, je ne savais pas encore à quel point en fait ce moment-là allait laisser en fait une grosse douleur en moi. J'ai fait, je me suis dit, oh, ok, Jiraiya est mort, suite. Dommage, c'est triste. Mais encore une fois, c'est après que ça te frappe. Pourtant, Jiraiya était l'un de mes persos préférés de Naruto. Qui n'aime pas l'héros sénile, qui n'aime pas l'ermite pervers, qui n'aime pas l'ermite palette, qui n'aime pas, qu'il était trop super, Jiraiya. Et en fait, justement, comme je l'ai dit, ce n'est qu'en l'expérimentant du point de vue de Naruto, de l'épisode là, 153, c'est comme, ah ouais, Jiraiya est mort en fait. Déjà, Naruto rentre de mission, et encore un petit peu sous le choc des derniers mots de Itachi à son égard. Plongé dans ses pensées, Kakashi lui demande de se rendre d'urgence dans le bureau de Tsunade. Oh, comment ça? Je rentre de mission et on m'appelle déjà. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Et il ne peut même pas s'imaginer une seconde que le pire vient d'arriver en fait. Et en plus, quand il arrive, il croise les crapauds, la personne ne veut lui dire ce qui se passe. Il dit, oh, ok. Il débarque dans le bureau de Tsunade. Là, il rencontre le crapaud et le crapaud lui dit, cache ce qui s'est passé. On voit sa réaction. Et le ciel, c'est comme si le ciel venait de lui tomber sur la tête. Et là, tu te rends compte qu'on dirait qu'il ne savait même pas que Jiraiya était parti en mission, en fait. Tout le blabla sur l'identité de Pain, tout ça, Belek, il faudrait rien savoir. Quand il reprend ses esprits, la première question qu'il pose à Tsunade, c'est la vieille, l'as-tu laissé aller? À partir de là, cette scène était très poignante. Naruto a eu des mots très durs envers les dits Tsunade.
Ce qui fait encore mal, c'est qu'en temps normal, Naruto n'aurait jamais prononcé ces mots envers les Tsunade. Mais on dirait qu'il avait besoin de chercher un coupable. On dirait qu'il avait besoin en fait de réaliser ce qui vient de se passer et que ce truc ne s'est pas passé pour rien. Que ce truc s'est passé à cause de quelqu'un et il a directement pointé en fait les Tsunade du doigt. Et là, il sort une punchline mais qui pique, mais qui va vraiment droit au cœur de Tsunade. C'est si les Planète avait été le 5e Hokage, il ne t'aurait jamais laissé aller seul. Jamais. Je réalise que Naruto aimait vraiment Jiraiya. C'est pas seulement un maître, mais une figure paternelle. Même Hiruka qui voulait le consoler au début n'a pas pu. Et quand même Hiruka se fait snobber, c'est là que tu sais à quel point Jiraiya était important pour Naruto en fait. Il y a le moment où il s'assoit sur le banc et il décide de pleurer. Naruto a pleuré, a tous pleuré à ce moment-là. Parce que ça fait mal là maintenant en fait. En plus il y a le silence et tu le vois juste verser les larmes. Là, en fait, tu comprends la douleur de notre héros et tu as la même douleur que lui en ce moment-là, en fait. Ce qui m'a le plus marqué, moi, c'est Shikamaru. Shikamaru est finalement la seule personne qui a réussi à consoler Naruto. Après, je me dirais, c'est normal. Lui, il sait ce que ça fait de perdre un mentor. Donc, il a eu les bons mots, il a eu la bonne attitude pour consoler Naruto. Non, mais franchement, Shikamaru, qu'on le veuille ou non, c'est un vrai. C'est un vrai. Pas pour rien que c'est l'un des bras droits de Naruto maintenant. Ça a toujours été un vrai depuis le début. Je reviens encore une fois, mais un truc qui a été souvent très évoqué. Mais comment est-ce que, avec tout ce qui s'est passé dans l'histoire avec le démon renard 9, que le sacrifice des parents de Naruto, comment est-ce que personne n'était au courant que ce garçon-là, en fait, est une sorte de héros et qu'il a été traité aussi mal pendant toute son enfance. Mais même les gens, quand ils regardent le portrait du 4e Hokage sur le mur là et qu'ils voient Naruto à côté, ils ne se sont pas dit que peut-être qu'il y a un air de famille. Dans le premier épisode, on a été confronté au dur traitement des villageois envers Naruto à cause du fait qu'il soit un réceptacle du démon renard. Et le pauvre, pour se faire remarquer, il était obligé de sortir des pranks par-ci par-là et des dingueries. Et on l'oublie vite. Une des principales raisons pour lesquelles il voulait devenir Hokage, c'est pour que les gens reconnaissent sa valeur. Et tout s'est joué à une bataille. La bataille de Pain, où Naruto est venu sauver le village. À l'issue d'un combat acharné, notre héros rentre au village sur les épaules de Kakashi. Une belle image en vrai d'un Naruto qui est sur Kakashi. Encore un autre de ses mentors qui l'a supporté jusque-là. Et Kakashi à son tour qui réalise à quel point en fait Naruto a grandi, à quel point Naruto a évolué, à quel point Naruto a vécu. C'était beau, c'était magnifique. Puis il retourne au village, les acclamations des villageois qui félicitent Naruto. Regarde les hypocrites là. Le pic émotionnel arrive quand Hiruka se remémore tous les principaux événements de la vie de Naruto, en même temps que les réactions des villageois vis-à-vis du garçon qui changeait. Et à la fin, Hiruka, larmes aux yeux, regarde un Naruto porté en triomphe et prononce ces paroles. 3e, 4e, devant moi se tient un habileté. À partir de là, le chemin de l'ultime Hokage était quasiment tracé. On aura attendu longtemps, on aura attendu vraiment longtemps avant de rencontrer les parents de Naruto. Et boy, l'attente aura vraiment valu la peine, franchement. Et ça a pris la forme des retrouvailles entre Naruto et sa mère. Et qui dit retrouvailles, dit beaucoup d'explications sur ce qui s'est passé avant, justement. Et là, dans cet épisode, on comprend clairement ce qui s'est passé cette fameuse nuit-là où le démon renard a attaqué le village. Le démon renard libéré par Obito faisait ravage tandis que ce dernier affrontait le 4e Hokage. Oh, franchement, parenthèse, 4e Hokage, il avait vraiment la classe. Hein. Vraiment, le titre d'éclair jaune là, il n'a pas du tout été usurpé. Pas du tout. Cependant, même aussi fort qu'il était, c'était Kyuubi en face. Et il n'allait pas s'en sortir sans prendre des pots cassés. Il récupère sa femme et son nouveau-né afin de trouver un moyen de le sceller. Mais sa femme propose de sceller Kyuubi et de l'entraîner avec elle dans la mort. Bien sûr, l'éclair jaune ne l'entend pas de ses oreilles et décide de sacrifier une partie de Kyuubi avec lui. Et l'autre, le sceller en Naruto, pour qu'un jour, ce dernier puisse rencontrer sa mère et être le héros du village. Tout semble bien se passer, on est déjà triste parce que les deux vont crever inévitablement. Et bah non, il fallait qu'il nous rajoute donc une scène beaucoup plus triste que ça. Sinon ce serait pas drôle, bien sûr, sinon ce serait pas du tout drôle. Kyuubi attaque Naruto, mais les deux parents sans se concerter ont le réflexe de plonger pour protéger le bébé et se font tous les deux transpercer. Mais avant de compléter le processus, Kushina lui prodigue des conseils d'une mère avec l'OST ultra triste. Souvenez-vous, c'est important pour la suite. C'est fou, ils sont au port de la mort et t'as Kushina en fait qui trouve la force de laisser parler son instinct maternel et d'utiliser en fait les dernières forces qui lui restent
pour prodiguer des conseils de vie à son fils nouveau-né. C'était beau, c'était émouvant. On voit en fait que Naruto, ses parents l'aimaient ou leur cœur. Tu te retiens de verser une larme pendant tout l'épisode. Genre là, si tu as réussi à retenir tes larmes jusque là, la fin de l'épisode, wouh, normalement, ils sont supposés arrêter l'épisode là, mais non, ce serait pas drôle. Donc on nous remontre maintenant Naruto avec sa mère en train de discuter. Et là, tu as Naruto qui dit à sa mère encore une nouvelle fois que oui, c'est vrai qu'il n'a pas eu la vie facile, mais que maintenant au moins il sait. En fait, il a toujours su que ses parents l'aimaient vraiment. Aïe aïe aïe. Et l'épisode se termine sur une Kushina en fait qui serre Naruto dans ses bras et qui lui dit merci d'être notre enfant. Ouh. Tu es rempli d'émotions à la fin de cet épisode, certes, mais t'es encore plus frustré en fait du traitement que Naruto a eu pendant toutes ces années là quand même. Franchement. Après avoir vaincu son frère, Itachi a découvert la vérité sur ce dernier. Ouais, je t'épargne les détails. On l'a tous vu et on sait déjà ce qui s'est passé. Finalement, Sasuke est pris d'une grosse rage et décide de détruire Konoha pour se venger. Sauf que suite au sort de réincarnation de Kabuto, il a l'occasion de recroiser son frère et lui faire comprendre clairement que même si ce dernier a aimé le village au point de sacrifier sa personne, et bah il s'en fout. Va s'en prendre au village qui l'a privé de son clan, et surtout de son grand frère chéri. Itachi n'essaye même pas de lui réprimander en mode « Oh, mais t'es malade, pourquoi tu fais ça? Après tout ce que j'ai fait pour le village, pourquoi tu veux encore aller le détruire? » Non, il lui fait juste voir la vérité au travers de ses yeux. Il lui fait juste revivre tous les événements fastidieux qui ont eu lieu avec la révolte des Uchiwa et tout. Il lui fait vivre tout ça maintenant au travers des yeux d'Itachi. Genre le point de vue d'Itachi dans toute cette histoire en fait. Et après ça, il n'essaie même pas d'influencer son choix. Non, au contraire, il s'excuse même, il lui dit peut-être que j'aurais dû t'en parler et peut-être que tu m'aurais aidé à changer en fait le clan Uchiwa. Je sais pas pour toi, mais moi, un gamin de 5 ans, naïf, innocent, changer un clan comme les Uchiwa à cette époque, je sais pas, tu crois pas que c'est un peu trop abusé là? Ouais, même moi je suis pas sûr en vrai. Hein. C'est compliqué hein, ça. Bref. Itachi quitte son frère en lui disant cette belle phrase. Peu importe les choix que tu feras à partir de maintenant, je t'aimerai toujours. C'est beau. Ils ont pu faire la paix et on a enfin pu être tous témoins de cet amour fraternel dont a fait preuve Itachi envers Sasuke. Je m'en vais même jusqu'à dire, à rajouter un petit point d'honneur à cet événement-là, à cet épisode-là pour dire que en fait c'est le point tournant de la guerre. Pourquoi? Parce que déjà, Itachi brise les dos Tensei, ça c'est vraiment un geste malade, un truc OG de sa part. Et par la suite, il sème un peu le doute en Sasuke. Ce qui fait que Sasuke est allé après voir les Kage pour avoir plus d'explications. Et c'est ce qui a, qu'on le veuille ou non, fait changer son avis et l'a fait intervenir dans la Grande Guerre. Tu vois? Et le reste, c'est de l'histoire. Encore un peu, je deviendrai itachiste. La bataille est enfin gagnée et le moment est venu de relâcher le sort de réincarnation. On le sait, c'est le moment des adieux. Kakashi, Obito, Hashirama, Madara, mais le principal c'est celui entre Naruto et son père. Nous n'étions pas prêts. Franchement, nous n'étions pas prêts du tout. Déjà son père lui souhaite un joyeux anniversaire. Sympa, c'était son anniversaire en pleine guerre. Très sympa. Puis il lui demande s'il a un mot pour sa mère. Naruto alors tout souriant commence à énumérer tous les conseils que sa mère lui avait prodigués avant sa mort en disant qu'il les suivait à la lettre. Et l'émotion te prend parce que en fait Naruto te raconte Naruto. Genre, tu as suivi Naruto en fait jusque là. Et le voir raconter comment il a grandi à son père en fait, ça te remplit d'émotions. Genre tu te dis oh mais j'ai de l'empathie pour lui quoi tu vois. Et au fur et à mesure son discours est accompagné de pleurs. Et c'est vraiment assez pour faire verser des larmes à n'importe qui ayant une quelconque attache à l'œuvre. Et il finit en disant donc quand tu la verras là-haut, dis-lui de ne pas du tout s'inquiéter pour moi. Dis-lui que je fais de mon mieux. Ouf, ça te touche. Ça te touche vraiment. Ça peut toucher n'importe qui. Et pour toutes sortes de raisons. L'OST aussi a bien aidé. Déjà, il était triste. Mais si on se rappelle, c'est le même OST qui a joué pendant que Kushina, avant de mourir, donnait les instructions, en fait, donnait les conseils de vie à bébé Naruto. Et maintenant, adulte Naruto vient maintenant reparler à son père en mode voilà papa, les conseils que vous m'avez donné, je les suis à la lettre. Et ne s'inquiète pas, je vais m'en sortir. C'était beau. Ce n'est pas pour rien. C'est l'une des meilleures scènes de l'anime.
Le dernier épisode, et malgré l'arc final qui a mitigé plus d'un, cet épisode est à l'image de l'œuvre dans tout son ensemble grandiose. L'épisode se focalise plus sur le mariage de Naruto et d'Hinata, mais il y a beaucoup à unpack dans cet épisode. Déjà, les gens présents à la cérémonie et même lors du message vidéo sont le symbole de tous les liens que Naruto a eu à forger durant son aventure. Lui qui était un jeune orphelin rejeté de tous est désormais un grand ninja aimé et admiré de tous. Attends, mais c'est pas... Parenthèse, suis-je le seul à avoir eu un pincement en me demandant ce que Jiraiya aurait dit s'il était dans ce message vidéo là en fait. Puis tu as Iruka qui ne savait pas tout l'épisode quoi dire à Naruto. Et c'est finalement Naruto qui lui vient avec une requête. Celle de faire office de père pour son mariage. Totalement mérité car Iruka a été le premier à accepter Naruto tel qu'il est. Genre depuis épisode 1. Donc c'est normal que épisode 500 ce soit lui qui accompagne Naruto. En mode en fait tu boucles la boucle quoi. Je tiens à préciser, Iruka avait toutes les raisons de détester Naruto. Pour rappeler que c'est le démon renard qui a tué les parents de Iruka. Mais malgré ça, il a aimé assister Naruto depuis le début, sachant qu'il a ce même démon renard là en lui. Franchement, totalement normal. Alors leur relation a évolué de mentor à élève, passé de grand frère à petit frère. C'est ce que je pensais, mais là on est plus maintenant sur une relation de père et fils. Pourquoi pas? Vu la différence d'âge, c'est peut-être tout à fait normal aussi. Cette vidéo a enfin terminé. Ça aura été très long et surtout très dur à préparer parce que je ne vous cache pas que repartir au travers de chacun de ces épisodes-là, en fait, m'a quand même porté un sacré coup émotionnel. Ça a été très difficile de rester stoïque en regardant ces épisodes-là et en ayant un esprit un peu critique vers ces épisodes-là. Alors oui, je me suis focalisé sur les moments qui procurent de la tristesse. Mais Naruto, ce n'est pas seulement de la tristesse. Naruto, c'est de la joie. C'est des rires, c'est de la hype, c'est des moments genre épiques aussi Naruto. Tout ça pour dire qu'en termes d'émotion, j'ai vraiment du mal à voir un autre animé en fait qui dépasse Naruto. Alors oui, tu me sortiras l'argument de oui Naruto, c'est 700 épisodes et plus. Argument contre lequel je suis quand même d'accord. Mais si on prend de point de vue qualitatif, prenez le top 3 moments riches en émotions de 95% des animés et je vous trouverai 3 moments dans Naruto qui font le poids face à ces moments-là. Et ce ne seront même pas en fait les 3 meilleurs moments de Naruto. En ce moment, je vais me retaper Naruto Shippuden après avoir fini Gintama bien sûr. Est-ce que je suis le seul qui a ce comportement toxique là? Au lieu de regarder de nouveaux animés, je me mets toujours à regarder les anciens animés encore et encore. Je sais que c'est pas bon mais c'est un péché mignon que j'ai en fait. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. N'oubliez pas de mettre en commentaire vous quels sont vos moments ultra émotionnels dans Naruto. Vous avez aimé la vidéo? N'oubliez pas de laisser un like. Et si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner, ça m'a fait très plaisir. Max de like, max de partage. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez tout soin de vous et de vos proches. C'est tout pour moi. À la prochaine.